Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à notre webinaire GAFI aujourd'hui sur, en fait, le point complet sur les risques liés au financement du terrorisme, évidemment, tendances et perspectives, qui vient tout juste d'être publié. Je suis Martin Ben, je suis coprésident, en fait, du groupe de travail risque RTMG. C'est le groupe de travail responsable pour justement s'occuper de ce travail-là, le groupe risque, tendances et méthodes au cours de la dernière année. Je suis ravie d'être votre animateur pour cette séance et dans le cadre de cette réunion, nous allons vous faire part des principaux résultats de ce point complet sur les risques liés au financement du terrorisme, le CUOTFR. Lutter contre le financement du terrorisme continue à faire partie intégrale des travaux du GAFI. C'est une priorité pour la présidence mexicaine. Ce rapport est le premier que le GAFI ait publié depuis 2015. Il donne un aperçu complet des facteurs qui influencent la nature des risques de financement du terrorisme. Il décrit les méthodes et les canaux utilisés pour collecter, déplacer, stocker, dépenser et gérer des fonds, voire d'autres actifs, à des fins de financement du terrorisme, et ce dans le cadre d'une approche globale. En outre, le rapport propose une évaluation de l'évolution des risques du financement du terrorisme, FT, au cours de la dernière décennie. Il indique comment ils peuvent continuer à évoluer et fournir aux professionnels des recommandations ainsi que des indicateurs de risque du FT, du financement du terrorisme, ceci afin de renforcer les mesures de lutte contre le financement du terrorisme, FT. Alors, commençons par quelques règles d'ordre administratif. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il s'agit là d'un webinaire ouvert qui réunit un large public issu du réseau mondial, notamment des responsables publics, des représentants du secteur privé, des universitaires, des groupes de réflexion, think tanks et toute autre personne intéressée par ce sujet. Le webinaire sera enregistré et publié sur le site web du GAFI et sur la chaîne YouTube. En outre, compte tenu de la pertinence du rapport, le secrétariat du GAFI a fourni des services d'interprétation simulation en français pour ce webinaire. Par conséquent, les participants sont invités à sélectionner la chaîne, ou le canal plutôt, en anglais ou en français en fonction de leurs besoins, et ce, au bas de l'écran. Les participants peuvent poser des questions aux membres du panel en utilisant la fonction questions-réponses, Q&A. Nous rappelons aux participants que toutes les questions sont enregistrées. Voilà. Alors, en ce qui concerne la discussion d'aujourd'hui, aujourd'hui, on vous présentera les principales conclusions du rapport, les principales tendances identifiées, ainsi que les recommandations formulées dans le rapport sur la manière de continuer à renforcer la réponse collective et collaborative à la CFT. Que vous soyez un responsable de l'action publique, un responsable de l'application de la loi, un universitaire, un membre du secteur privé, une personne travaillant dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme, CFT, ou simplement un intéressé par ce sujet, nous espérons que les conclusions de cette étude feront mieux connaître les tendances actuelles et susciteront de nouvelles idées sur la manière de poursuivre la lutte contre le financement du terrorisme. Alors, nous avons aujourd'hui l'honneur d'être rejoints par certains des experts des sommités qui, avec des rôles différents, ont participé à l'élaboration de ce projet. Comme vous le savez, le projet a été co-dirigé par la France et la CNUSEM, avec le soutien de 35 membres de l'équipe de projet qui représentent des juridictions du réseau mondial. Et il s'appuie également, il le rapporte, sur plus de 800 contributions du secteur privé, du monde universitaire et de groupes de réflexion spécialisés. Les think tanks, donc spécialisés dans les questions du financement du terrorisme. Permettez-moi maintenant de présenter notre panel. L'accueillir chaleureusement. Nous aurons tout d'abord l'honneur d'entendre les co-chefs de file du projet, Paul Odon de la France et Svetlana Martinova de la CUSEM. Les deux documents nous donneront une vue d'ensemble du rapport en mettant l'accent sur les facteurs qui exercent une influence sur les risques de financement du terrorisme, les principales tendances mises en évidence et voir un petit peu ce qui peut être attendu dans un avenir proche et les conclusions et recommandations du rapport. Deuxièmement, le rapport adopte une approche mondiale et se concentre sur les tendances en matière de FT, financement du terrorisme, identifié dans l'ensemble des réseaux mondiaux. Pour y parvenir, le travail des membres de l'équipe du projet a changé la donne, un game changer, comme on dit en anglais.
Kennedy White, secrétariat des Semblables, Gabois en français, expliquera comment les juridictions peuvent tirer parti du rapport et mettra l'accent sur la pertinence du contexte géographique en tant que facteur influençant la nature des risques du financement du terrorisme. Troisièmement, le GAFI a reconnu le secteur privé, le monde universitaire et les groupes de réflexion comme des partenaires clés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour ce projet, le GAFI a pris en compte les plus de 800 réponses reçues de ces acteurs dans le cadre d'une consultation publique ciblée. Aujourd'hui, nous avons également l'honneur de présenter notre tout dernier intervenant, M. Loai Alaquara de TRM Lab, qui a pris part à ce processus et qui présentera un exposé sur la manière dont le secteur privé peut tirer parti de ce rapport, ainsi que sur la tendance en cours concernant la combinaison de méthodes, notamment les actifs virtuels et les plateformes en ligne, ceci afin de financer le terrorisme. Voilà, alors, bienvenue à vous toutes et tous. Alors, nous avons réservé un certain temps à la toute fin pour poser des questions. N'hésitez pas, par conséquent, à poser des questions donc dans le chat, dans l'encadré, au fil de l'eau. Alors, avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas encore lu le rapport, nous tenons à souligner que celui-ci fait référence à tout type d'acteurs terroristes. C'est très recommandé que de le lire. Nous tenons à souligner effectivement que on fait allusion à toutes sortes d'acteurs terroristes et nous vous recommandons chaudement la lecture. Les organisations terroristes mentionnées dans le présent rapport ont été désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le CSNU, conformément aux résolutions 1267, 1989 et 2253 concernant l'État islamiste en Irak et au Levant, Daesh, Al-Qaïda, AQ, les personnes, groupes, entreprises et entités associées par le biais donc du régime de désignation régionaux et nationaux élaborés conformément aux résolutions du Conseil 1373 et 2462 aux fins donc du gel des avoirs. À ce titre, la mention d'une organisation d'analyse des études de cas inclus dans ce rapport n'implique pas ou ne suppose pas l'approbation d'aucune désignation nationale ou régionale au niveau des Nations Unies. En outre, les juridictions restent souveraines dans leur décision d'intégrer des listes régionales ou encore d'autres listes nationales qui concernent les listes de gel des avoirs au niveau national, si elles remplissent leurs propres critères de désignation et tout à fait conformes à leur propre cadre juridique et réglementaire. Les références faites dans le rapport sur la base de régimes de désignation régionaux et nationaux n'impliquent nullement, ni n'impliquent l'approbation des désignations nationales ou régionales par d'autres juridictions. Voilà. Sur ce, je vous propose de commencer. Paul. Bienvenue à Paul. Alors, tout d'abord, Paul, permettez-moi de vous féliciter, Svetlana et l'équipe, pour ce rapport remarquable. Le rapport s'appuie sur les rapports et délégations publiées antérieurement, ainsi que sur les contributions du secteur privé et du monde universitaire. Ce qui est d'ailleurs fort impressionnant. Ce que j'ai pu remarquer, moi, c'est que le rapport est structuré d'une façon bien particulière. Par exemple, la section 2 fait référence aux tendances qui concernent la nature de ce qui risque, alors que la 3 fait référence aux tendances. Donc, 2 fait référence aux facteurs qui influent la nature des risques et 3, donc, aux tendances. Pourriez-vous, Paul, nous expliquer un petit peu le lien entre ces différentes sections, si vous voulez bien? Eh bien, merci à vous, Martin. Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Alors, pour commencer ce rapport, c'est le fruit d'efforts de collaboration et je tiens à remercier toutes les contributions du secteur privé, société civile, etc. Celles et ceux qui ont contribué et tout particulièrement Svetlana, ainsi que le secrétariat du GAFE, ainsi que d'autres collègues du groupe de travail. En fait, le plan du rapport, c'était quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre il y a de cela un an, parce qu'on voulait que le plan reflète au mieux l'objectif du rapport, l'objectif, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire avoir effectivement un entendement commun de ce que c'est que le financement du terrorisme aujourd'hui, et aussi pouvoir
envisager des travaux avec un autre accent et aussi bien comprendre le risque du financement du terrorisme, mais tout particulièrement aussi donc, le rôle des acteurs privés. Ceci afin de pouvoir mettre en œuvre des mesures de devoir de vigilance en fonction de l'évaluation du risque, ce qui est une clé de voûte des normes du GAFI, et que justement le devoir de vigilance doit être manié et nous permet effectivement de bien mesurer ou prendre la mesure plutôt des risques du financement du terrorisme. Autre objectif du rapport, c'est aider les autorités à déceler des transactions douteuses. Voilà, un petit peu les éléments contextuels. Je pense que la section 1 du rapport, qui privilégie les facteurs qui influencent la nature des risques de financement du terrorisme, et la section 2, qui concerne les méthodes utilisées, les méthodes et canaux utilisés par les terroristes afin de lever, déplacer, gérer des fonds et stocker donc autres actifs à des fins de financement du terrorisme. Alors, ces deux sections sont complémentaires. Je vais commencer par la section 1, facteurs influençant la nature des risques. Et je pense que c'est une innovation par rapport au dernier rapport sur les risques qui lui remonte à 2015, si je ne m'abuse. Selon moi, il s'agit là effectivement d'une véritable valeur ajoutée, très intéressante, d'autant plus que cela fait ressortir deux choses. Première chose, les risques TF, financement du terrorisme, ne sont pas répartis dans le temps ni au point de vue donc du temps, dans le temps et dans la région. Alors, ça dépend du type d'organisation, ça dépend aussi des considérations géopolitiques, économiques. Donc, l'idée derrière cette section-ci, c'était de vous donner une idée de qu'est-ce qui est le plus probable fonction donc de telle ou telle situation. C'est-à-dire, vous êtes plus susceptible de voir telle ou telle manifestation dans tel ou tel contexte. Alors, c'est loin d'être une science exacte, c'est tout simplement vous donner des pistes, loin d'être exhaustives, surtout pas exclusives non plus, mais qui peuvent s'avérer très utiles. Ceci afin d'impulser aussi des travaux futurs et dans un contexte donc plus ciblé en matière donc du périmètre. Ça, c'est la première chose. Deuxième aspect important, toujours par rapport à la section 1, c'est que les canaux TF et les méthodes sont souvent liés entre eux. Donc, il ne suffit pas de se pencher uniquement sur un canal, par exemple le terrorisme dans le secteur financier, le risque de terrorisme au financement dans tel ou tel autre cas de figure, parce que tout ça peut être lié. Donc, on a trouvé que ce serait utile d'avoir une approche holistique dans ce genre de contexte pour voir un petit peu comment les différents canaux peuvent être combinés. Pour donner quelques exemples de ce dont il s'agit dans cette première section. Par exemple, quand un groupe terroriste contrôle un territoire. Et par cela, nous ne voulons pas dire simplement avoir la main mise sur un État ou un pays. Il peut s'agir d'une ville, d'une zone rurale, même d'une route. C'est une forme de contrôle d'un territoire. Cette situation particulière qui peut être observée aujourd'hui dans certaines parties du monde crée des opportunités de financement bien spécifiques aux entités terroristes, l'extorsion, y compris par le biais de systèmes similaires à l'imposition, le contrôle des ressources naturelles et autres. Ce n'est pas pour dire que ces méthodes de financement ne peuvent pas être trouvées dans d'autres situations. Par exemple, les ressources naturelles peuvent être exploitées de façon clandestine, occultée. Les citoyens peuvent se trouver exploités un peu partout, mais quand il y a un contrôle de territoire, ces méthodes peuvent devenir particulièrement attractives pour les entités terroristes et faciles à mettre en place. Outre cela, d'autres types de facteurs identifiés dans le rapport sont la proximité aux conflits armés, parce que cela crée des opportunités pour contourner l'aide humanitaire ou participer au trafic d'armes illicites. Cela peut donner l'accès à des ressources naturelles, particulièrement les ressources très lucratives. Euh, les opportunités d'exploitation des frontières, des opportunités économiques, que sont une série
de facteurs que nous avons identifiés dans le rapport. Alors, il y a quelque chose qui est lié au type d'acteurs terroristes aussi, qui concerne les activités propres à de grands réseaux terroristes, les entités qui sont actives sur le plan régional ou national. Il y a aussi des tendances qui sont spécifiques à des particuliers ou des entités à petite échelle qui opèrent dans une zone ciblée. Ce n'est pas une taxonomie d'organisation terroriste. Quelqu'un ou un groupe peut dépendre plus d'affiliés nationaux ou bien des sympathisants isolés dans certains pays. Il ne s'agit pas de créer des catégories dans lesquelles nous allons répartir des organisations connues. L'idée est plutôt de dire que les entités terroristes de différentes tailles, de différentes natures, présentent des besoins financiers différents et ont accès à des opportunités de financement différentes aussi. Alors, nous pouvons peut-être passer au slide suivant qui donne le détail de la section 1. Voilà. Par exemple, si je reste sur cet exemple qui est lié au type d'organisation concernée, si nous avons affaire à de grandes organisations, l'existence d'activités génératrices de bénéfices à grande échelle fait l'objet d'examen, l'extorsion, les activités criminelles, l'exploitation de ressources naturelles. Il y a aussi des flux internationaux qui ont été signalés grandement par des contributeurs au rapport parce que ces grands groupes ont la possibilité de transférer des fonds à travers les frontières par le biais d'affiliés ou d'opérations ailleurs dans le monde, peuvent avoir accès à des réseaux de distribution de financement. Ces grands groupes sont peut-être aussi à même d'attirer des dons de taille dans une série de juridictions. Si nous regardons les cellules isolées, des particuliers, beaucoup d'organisations internationales et beaucoup de pays ont insisté sur cette tendance d'une réduction de l'échelle de l'opération terroriste à cause de l'activité en ligne ou bien le choix des armes pour procéder aux attentats. Ce sont des objectifs qui peuvent être poursuivis par des billets par des alternatives de moins au moins importantes, les activités de trafic de stupéfiants en détail, les activités de petites entreprises. Pour donner quelques exemples, selon des facteurs contextuels, quand nous avons affaire à des groupes terroristes qui agissent à motivation ethnique ou raciale, et c'est intéressant parce que c'est la seule idéologie dont il est question spécifiquement dans le rapport. Ce n'est pas pour dire que c'est la seule idéologie qui peut motiver le terrorisme, bien sûr. Ce n'est pas pour dire que le terrorisme est motivé par des considérations de race ou d'ethnicité, mais c'est un cas par rapport auquel nous avons reçu de contributions claires. C'est une idéologie qui est associée à des compétences financières particulières. Les contributeurs étaient en général d'accord que ces activités à motivation ethnique ou raciale sont financées par la propagande, les livres, les vêtements, des articles de vente en détail, par le commerce. L'explication que nous avons avancée dans le rapport, que nous avons suggéré, c'est que cette forme de terrorisme à motivation ethnique ou raciale est plus susceptible d'émerger d'une sphère légale ou semi-légale dans le monde OBNL, donc à but non lucratif, pour ensuite se manifester comme terrorisme. C'est quelque chose qui permet de cibler, d'identifier ce genre d'activité qui peut mener à des activités terroristes. Donc, je vous recommande vraiment de lire cette première section du rapport. Cela représente une partie de la valeur ajoutée que nous avons essayé de présenter dans ce rapport. Et ensuite, si je passe à la section 2, et les méthodes pour transférer et déplacer des fonds, nous avons opté pour une approche sectorielle à cette section, particulièrement pour faciliter la lecture par les acteurs privés. Pour
pouvoir voir rapidement quels sont les risques de financement du terrorisme par secteur. C'est pour cela que vous voyez que cette section est scindée en sous-sections selon le secteur économique ou le type d'activité dont il est question. Encore une fois, bien évidemment, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. C'est une liste qui correspond plutôt aux catégories principales que nous avons identifiées, qui ont été identifiées dans des contributions reçues de la part des experts et des juridictions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que cela prendrait trop de temps et je voudrais laisser assez de temps pour mes collègues de prendre la parole à leur tour. Mais je voudrais mentionner le fait qu'en rédigeant le rapport, plusieurs pays ont soulevé euh, l'importance de pouvoir indiquer la prévalence de chacune de ces méthodes dans le rapport, dire que tel ou tel canal est utilisé très souvent par les terroristes, tel autre canal est utilisé dans d'autres circonstances. Alors, nous avons essayé de le faire quand nous avons pu observer des tendances mondiales. Nous l'avons reflété dans le rapport. C'est le cas, par exemple, du cash, de l'argent liquide qui euh, présente des caractéristiques particulières. Par contre, il n'était pas possible d'indiquer la prédominance de chaque méthode. Puisque le rapport est multilatéral, il fallait porter notre attention sur la variation d'une région à d'autres. Il y a certaines méthodes de financement du terrorisme qui sont très fréquentes dans certaines parties du monde et pas dans d'autres. Donc, nous voulions respecter l'équilibre et tirer des conclusions au niveau plutôt mondial. Cela me mène à mon dernier point. Encore une fois, puisqu'il s'agit d'un rapport multilatéral, il est très utile en proposant une compréhension commune des raisons ou des méthodes de financement aujourd'hui. Mais il faut le suivre avec plus de travail au niveau régional ou national qui sera à même de rentrer plus dans le détail des spécificités régionales, de rentrer plus dans le détail des risques au niveau local ou bien se pencher plus en détail de la vulnérabilité de tel ou tel secteur en particulier. Ce rapport est donc un point de départ, mais il faut le suivre avec du travail additionnel et plus ciblé. Je vais m'arrêter là, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions après l'intervention de mes collègues, de mes co-présentateurs. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Paul, pour votre explication concise. Vous avez mentionné certains points très intéressants, le fait que les méthodes et les canaux de financement du terrorisme sont reliés, il est important d'adopter une approche transsectorielle. Les risques ne sont pas répartis de façon égale dans le temps ni dans l'espace, donc il est important de prendre compte des facteurs contextuels. Vous avez dit qu'il était important de se souvenir que les terroristes ne vont jamais choisir une seule méthode de la liste. Il y a toujours une forte possibilité de combiner plusieurs de ces méthodes. Et il n'était pas possible dans ce rapport d'indiquer la prédominance de chacune de ces méthodes, puisque le rapport est multilatéral. Pour ce qui est du travail futur, il faut suivre ce rapport avec un travail de nature plutôt régionale ou nationale, cibler certaines questions avec plus de précision. Merci beaucoup, Paul. Cela me mène à Svetlana. Bienvenue. Paul a parlé de l'influence des différents facteurs sur la nature des risques et le fait que cela joue un rôle clé sur l'évolution des tendances. Est-ce que vous pourriez expliquer comment ces tendances en matière de financement du terrorisme ont évolué au fil des 10 dernières années? À quoi est-ce que nous devrions nous attendre pour l'avenir et est-ce qu'il y a des recommandations sur la façon dont nous pouvons continuer de renforcer la capacité mondiale en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Svetlana, vous avez la parole. Merci beaucoup, Martin. Alors, nous préparons nos slides et je voudrais joindre ma voix à celle de Paul en remerciant tous ceux qui ont contribué à ce rapport, y compris
bien évidemment, le secrétariat et son équipe et l'équipe du projet lui-même. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui ont contribué aussi. Alors, est-ce que vous pourriez lancer la présentation? Voilà. Je vais commencer en répétant que nous avons observé un certain degré de continuité dans l'utilisation des canaux et des montages de financement du terrorisme, mais nous notons l'accélération d'emploi des méthodes basées sur les nouvelles technologies et des liens grandissants entre les différentes méthodes de financement qui sont utilisées ensemble, comme l'a mentionné Paul. Comme quand nous avons analysé les tendances actuelles, il est important de prendre compte des nombreux facteurs contextuels pour gagner une appréciation de comment cela est voué à évoluer à l'avenir. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, nous attendons en règle générale à la décentralisation des opérations terroristes et aux méthodes de financement de ces activités, quelque chose qui doit continuer dans le monde, y compris la création de hubs régionaux pour adapter les activités aux besoins spécifiques régionaux et les besoins de chaque zone d'opération. Les méthodes de financement au niveau régional et national et la diversification de cela peut aussi entraver les efforts pour identifier et arrêter des réseaux de plus grande envergure. Le rapport du GAFI note que l'Afrique subsaharienne est maintenant un épicentre mondial du terrorisme, particulièrement dans la région du Sahel. Certains des groupes terroristes les plus actifs et dangereux opèrent à travers les frontières de cette région dans le cadre d'économies vastes et informelles. Ces groupes vont probablement atteindre des méthodes stables de financement tout en profitant de nouvelles technologies et en les adaptant aux contextes locaux dans le cadre d'instabilité politique et de conflit. La situation en Syrie, en rapide évolution, très instable, a été identifiée pour un suivi particulier parce que les activités terroristes sont susceptibles de perdurer dans cette région. Le groupe de l'État islamique d'Irak et du Liban, Khorasan, continue d'influer sur les flux régionaux et mondiaux de financement du terrorisme, notamment en Asie centrale et dans certaines parties de l'Europe. La tendance est au rajeunissement des acteurs terroristes. Euh, c'est quelque chose qui peut être associé à des défis additionnels. Ces jeunes sont souvent susceptibles de dépendre des ressources financières de quelqu'un d'autre, mais aussi de montrer encore plus de compétences en tirant profit euh, des technologies informatiques et sur Internet, notamment associées aux jeux et à l'intelligence artificielle. Nous assistons à des risques. Il y a aussi l'impact de mesures de lutte contre le financement du terrorisme sur plusieurs groupes qui Donc, il y a effectivement la question de propagande à diffuser dans toutes sortes de langues et notamment on cherche à exploiter les tensions politiques et conflits qui ont cours dans plusieurs régions. Proche-Orient notamment, mais pas que, d'autres régions aussi. Ceci afin d'aller chercher de nouvelles recrues ainsi que des lancements de campagnes de dotation. La plupart des groupes terroristes ont aussi des campagnes de crowdfunding, y compris dans le processus de propagande. Vous avez ça dans certaines revues, ainsi que des messageries avec encryption. Les groupes terroristes vont effectivement utiliser ou exploiter des systèmes de messagerie tels que Telegram afin de mener à bien leur activité de recherche de financement, mais aussi vont utiliser, exploiter d'autres types de canaux plus régionaux ou locaux. Et souvent, il y a aussi des violences politiques qui sont suscitées dans ce genre de contexte, et ce, dans de nombreuses régions du monde du fait donc des conflits régionaux. Alors, si on se penche sur ce genre
d'attentats terroristes, eh bien, c'est compliqué, comme l'a indiqué Paul tout à l'heure, y compris des désignations, des prescriptions qui ne sont pas nécessairement cohérentes, ainsi que du point de vue d'activité financière, c'est souvent à bas bruit en quelque sorte, donc des faibles sommes, et c'est difficile à débuter. Par conséquent, même si nous avons déjà pu insister sur tout ce qui concerne les transferts numéraires ou de type Hawala sont en fait le mode privilégié et cela représente la plupart des transferts dans le domaine du théâtre, financement du terrorisme. On constate une augmentation accrue à l'utilisation des plateformes de jeux, les messageries, médias sociaux, ainsi que les monnaies virtuelles, ainsi que d'autres types de ce genre de dispositifs. Cela reflète un petit peu ce qui se passe au niveau social. Donc, ça devient de plus en plus sophistiqué, de plus en plus rapide, de plus en plus rusé et futé. En plus du recours accru aux actifs virtuels, dans le cadre de ces transactions, on constate une exploitation croissante de plusieurs autres techniques d'obfuscation. On sait aussi que les chercheurs ont indiqué que le domaine des jeux en ligne cherche aussi d'évoluer, notamment grâce à l'introduction de nouvelles technologies. Le rapport a fait valoir aussi que les évolutions au niveau du secteur bancaire, notamment en lien avec l'utilisation des nouvelles technologies, semblent aussi faciliter les processus. S'agissant de l'intelligence artificielle, là aussi, on voit que forger des documents devient de plus en plus facile, ainsi que ça peut s'appuyer, par exemple, au service de transfert de fonds notamment, mais aussi le recours aux actifs virtuels. Alors, la convergence accrue de toutes ces méthodes, conjuguée au voilà, les transporteurs de fonds, d'une part, ou encore toutes ces nouvelles technologies, d'autre part, ne fait qu'accroître la difficulté pour débuter les transferts de fonds et le financement de ces activités. Autre tendance importante concerne les liens entre le grand banditisme et le financement du terrorisme. Ce lien est de plus en plus important. Il est peu probable qu'on puisse régler ça rapidement. Cela requiert plus de renforcement de capacités, des améliorations au niveau opérationnel des États. Et surtout dans de nombreuses régions où effectivement de nombreux groupes dépendent du numéraire ou du liquide, ça veut dire que, en gros, le liquide va rester la méthode de prédilection pour le financement des activités, du financement du terrorisme. Autre aspect important donc à suivre, c'est que certaines organisations de plus en plus se tournent vers des personnes qui se chargent du blanchiment de capitaux, mais à titre professionnel. Enfin, la rareté des ressources, l'insécurité alimentaire en lien avec les conflits ou les désastres naturels constituent une nouvelle voie et constitue aussi un filon exploite les groupes terroristes. Donc, il convient de suivre ça de très près aussi. Alors, c'est bien beau tout ça, voilà les éléments contextuels, mais on en fait quoi? Parce que c'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer, des menaces qui ne cessent d'évoluer. Alors, premièrement, par rapport au rapport à proprement parler, il faut bien comprendre les risques, les points vulnérables, et à ce moment-là, adopter des approches adossées aux risques mais adossées à des faits probants. Harmoniser les cadres juridiques au niveau mondial, cela permet aussi de limiter euh, la possibilité au groupe terrorisme d'aller exploiter tous ces dispositifs ou tout trou dans la raquette en quelque sorte. Il est important de procéder à un partage d'informations. Ça aussi, c'est vital pour ce que nous cherchons à faire. Désignation multilatérale aussi de ces organismes terroristes internationaux constitue aussi un autre instrument important se parer contre tous ces dispositifs de financement du terrorisme. Et ceci relève, bien entendu, donc de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi rendre opérationnel des dispositifs au niveau national pour pouvoir identifier l'accès ou la source de financement pour ce genre d'activité terroriste constitue aussi un atout clé. Alors, le rapport fait valoir qu'il est important effectivement d'améliorer plusieurs aspects, notamment dans le cadre des normes du GAFI, alors que maintenant les terrorismes
n'utilisent pas ou n'ont pas recours aux canaux plus ouverts et traditionnels, mais vont chercher plutôt des dispositifs, des transferts de fonds, par exemple, qui ne font pas vraiment l'objet d'une véritable surveillance, ou encore dans les nouveaux secteurs, ou en évolution, qui ne sont pas, où la réglementation n'est pas encore ficelée, où en fait les choses sont beaucoup plus floues. Et les risques en lien avec un franchissement de frontières constitue aussi un autre aspect. Ça veut dire qu'il faudra resserrer un petit peu les contrôles frontières. La mise en œuvre efficace et effective de nos normes de GAFI, notamment dans le contexte d'une plus grande transparence, constitue effectivement un aspect important, que ce soit en créer des revenus par rapport aux activités réelles ou encore en ayant recours donc à des sociétés écrans constituent là quelques-unes des méthodes utilisées. Il y a certains secteurs qui sont plus vulnérables au financement de la terrorisme, au financement de celui-ci, parce que là, on constate effectivement il y a un manque de réglementation, ne sont pas assujettis donc à ces régimes de LBC-FT. Et ceci signifie tout un nouveau corpus de difficultés d'enjeux. Mais il est important de bien comprendre qu'on ne peut pas réglementer cela et on ne devra pas non plus sur-réglementer l'ensemble de ces secteurs. Attention, attention. Ce qui est important, c'est que ces secteurs soient plus résilients, mieux outillés pour déceler ce genre de choses. Attention aux mesures déproportionnées. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'ouvrir plus, rayonner plus vers ces secteurs en question, accroître le niveau de sensibilisation par rapport aux risques et aussi avoir des recours à des mesures d'atténuation, contrôle en interne ou dans le contexte des réseaux sociaux, avoir effectivement des dispositifs plus importants. Alors là, il s'agit d'assurer une plus grande collaboration entre le secteur public et privé. Les partenariats publics-privés ont aussi été très utiles pour proposer des orientations et aussi au niveau donc la prestation en matière d'indicateurs de risque, ne serait-ce que, mais pas que. Ensuite, Paul a déjà fait valoir que les conflits armés, ou là où il y a effectivement des pénuries en ressources, où certains secteurs ont été exploités à des fins de financement du terrorisme, constitue un autre risque. Il faut voir aussi que parfois, si on prend des mesures CFT, ça peut se traduire, dans ce cas-là, à des résultats négatifs. Selon un rapport récent des Nations Unies, il y a beaucoup d'États qui n'ont pas le cadre institutionnel pour examiner, évaluer et atténuer donc les mesures prises par rapport donc à la lutte contre le CFT, le financement du terrorisme. Et mon avant-dernière planche, il s'agit de faire un résumé donc du degré de sophistication des méthodes. Donc, si les méthodes sont sophistiquées, il faut en réagir de manière sophistiquée. C'est-à-dire qu'il faut avoir se doter les États et les institutions de l'expertise pour élaborer une réaction qui soit véritablement de nature conjointe. Très important. Et il s'agit ici de faire un point à retenir, c'est-à-dire il faut faire en sorte que les menaces au financement du terrorisme soient adaptatives, numériques et décentralisées. Et il est important aussi que la connexion soit locale et mondiale et que le partage des technologies de renseignement est un outil essentiel et conjoint qu'il faut garder à l'esprit ces aspects-là. Un grand merci à vous, Svetlana. Alors, ce que l'on constate, c'est que le financement du terrorisme, le TF, est beaucoup plus fragmenté, tiré par la technologie et véritablement un rayonnement mondial. Et vous avez dit en fait que cela requiert la coordination et une action coordonnée à l'échelle donc différents secteurs et au niveau des frontières. Ça veut dire que les pays doivent travailler ensemble, main dans la main, pour empêcher les groupes de financement du terrorisme d'aller exploiter donc, des trous dans la raquette. Par ailleurs, les systèmes humanitaires sont particulièrement vulnérables à l'exploitation par les terroristes, mais des dispositifs de contrôle excessifs par rapport à société peuvent aussi empêcher l'acheminement de l'aide qui pourtant est vital, et c'est le cas de dire. Donc, vous avez aussi évoqué certaines recommandations, par exemple que les pays doivent renforcer leur évaluation de risque, ceci pour rester à la page. Et justement, c'est là l'utilité de ce rapport. Autre recommandation des partenariats privés-publics sur le CFT,
Et effectivement, il faut que ce soit utile et efficace, et en général, c'est le cas, surtout pour le partage d'informations. Donc, un grand merci à vous, Svetlana. Donc, en fait, les juridictions du réseau mondial ont aussi participé très activement à l'élaboration de ce rapport qui a abouti à un rapport couvrant les tendances du financement des terrorisme dans toutes les régions. Et je voudrais prendre une minute afin d'exprimer toute ma reconnaissance à tous les secrétariats des OACG qui ont contribué à coordonner la soumission de leurs contributions de membres. Kennedy, en tant que représentant du secrétariat donc, du GABAWA, en quoi pensez-vous que ce rapport peut contribuer aux efforts du CFT, du réseau mondial des juridictions? Parce que, en outre, Madame Svetlana a mis en avant les facteurs géographiques comme l'une des principales tendances anticipées en matière de l'évolution du financement de la transition des nouvelles méthodes. Que pensez-vous de ce point de vue? Alors, je suis ravie. Effectivement, je fais partie de l'ORDG, mais moi, je représente en fait la communauté au sens large. J'aimerais commencer par dire que ce rapport constitue un véritable schéma de base, modèle de base. L'interprète a du mal à suivre. Yes, le son est assuré. Alors, vous avez effectivement plusieurs secteurs, plusieurs technologies qui sont évoquées. Alors, on délaisse effectivement les cas applicatifs. Désormais, ça évolue. Et j'aimerais dire qu'on peut se servir de ce rapport pour renforcer justement les cadres. Tout d'abord, prochaine planche, s'il vous plaît. Prochaine planche. Alors, tout d'abord, l'utilisation de ce rapport, c'est-à-dire que les juridictions peuvent se servir de ces rapports pour redéfinir, revoir, rafraîchir le NRA, leur évaluation au risque au niveau national, c'est-à-dire se pencher sur certains facteurs contextuels, contrôle aux frontières, économie, en fait tout ce qui va effectivement être un point d'axe d'entrée, un aspect plus vulnérable. Ces différences justifient en quelque sorte une approche adaptée à chacun. Si une juridiction constate l'utilisation donc accrue de l'argent mobile, eh bien, les typologies, les indicateurs dans ces travaux peuvent effectivement aider à bien identifier les risques. Et au final, ça veut dire qu'on peut à ce moment-là avoir des stratégies plus intelligentes, plus adaptées, raccord avec les normes du GAFI, mais surtout tenir compte de la localité, des spécificités locales. Ça, c'est très, très important. Deuxième avantage de ce rapport, la présentation de typologie avec à la clé des études de cas. Ça, c'est quelque chose de précieux parce que les juridictions peuvent appliquer ça à leurs propres dispositifs et modalités qui leur sont propres. Exemple, si vous vous penchez sur la section 2 du rapport, il est question de différentes méthodes qui concernent comment on peut aller collecter, déplacer, stocker les fonds, eh bien, vous allez constater que vous avez là des pistes très utiles pour agir. Vous avez là des indicateurs TF, des marqueurs en quelque sorte, et vous avez des pistes proposées, c'est-à-dire des stratégies au niveau donc, des instances juridiques. Par conséquent, et de poursuite, les pays peuvent vraiment faire en sorte que leur stratégie CAP soit raccord et bien adaptée aux grandes nouvelles tendances. Le son est assuré. Troisièmement, donc le slide précédent, s'il vous plaît. Très bien. Troisième cas de figure, c'est que ce rapport constitue un outil pour constituer des partenariats et pour partager les informations. Les juridictions peuvent s'en servir pour créer des mécanismes nationaux entre les cellules de renseignement financier, les ONG et les acteurs du secteur financier, les OBNL aussi.
Donc, cela constitue un mécanisme pour faciliter la coopération internationale. Je parle de mécanismes qui sont utiles à travers, par exemple, Egmont, Interpol, le GAFI, les ERTG et d'autres canaux bilatéraux. En fait, si vous lisez ce rapport, vous trouverez que l'utilité euh, concerne comment les juridictions vont internaliser le contenu de ce rapport et utiliser ce rapport pour affiner leurs évaluations, renforcer leurs partenariats et les relations entre ou à travers le réseau international. L'interprète précise que le son coupe par moment. Nous faisons de notre mieux pour l'interpréter. Alors, quand il s'agit du contexte géographique qui influe sur le risque de financement du terrorisme, nous avons trouvé que les risques ne sont pas uniformes à travers régions. Il y a des caractéristiques géographiques liées aux conflits, liées au terrain, liées aux opportunités. Le rapport a montré que les facteurs géographiques, malheureusement le son s'est coupé, donc nous étudions comment ces facteurs influent. Qu'il s'agisse de groupes terroristes au Sahel qui collectent des impôts euh, des mineurs ou des acteurs en Europe qui utilisent des acteurs virtuels. Il s'agit de tenir compte de la géographie comme facteur contextuel qui influe sur les risques du financement du terrorisme. Les facteurs géographiques peuvent être classés de plusieurs façons différentes. Il peut y avoir euh, un affaiblissement des gouverneurs qui influe sur le risque de financement du terrorisme. Les terrains, soit physiques, soit politiques, peuvent avoir une influence. Les contrôles de territoire peuvent permettre aux groupes d'extorquer les gouvernements. La proximité comme facteur géographique. Malheureusement, nous avons perdu le son pendant quelques instants. Donc, à proximité de conflits armés, les groupes terroristes peuvent exploiter les possibilités et donc la, euh, l'influence de la géographie est importante dans ce rapport. Les EIL et Al-Qaïda ont su exploiter les possibilités des conflits et des possibilités liées à la géographie en Afrique. Malheureusement, le son se coupe beaucoup. Les groupes utilisent des stratégies de microfinancement par les cartes de crédit, des allocations sociales et autres pour financer leurs déplacements. Et ceci est lié aux frontières physiques comme politiques et des particularités géographiques. La question de la porosité des frontières entre en jeu également. Des juridictions et des régions où les frontières présentent cette porosité sont caractérisées par le passage en toute sécurité de combattants, de terroristes, le passage de fonds, la contrebande de biens et d'argent liquide, d'autres sources de financement du terrorisme également. Les économies informelles qui sont liées aussi à la question de la géographie, parce que certaines régions sont caractérisées par des systèmes financiers qui présentent beaucoup d'opportunités pour lever des fonds à utilisation terroriste, contrairement aux régions où les systèmes financiers présentent beaucoup plus de maturité, de sophistication et de formalité. Encore une fois, nous perdons le son. Dans certaines régions où des environnements réglementaires sont affaiblis, nous voyons plus de difficultés. Prochain slide, s'il vous plaît. Dans ma présentation juste ici, vous pouvez déduire facilement que la géographie
a une influence sur les tendances en matière de financement du terrorisme. Svetlana vient de parler de la technologie. Alors, si vous prenez le terme géographie comme désignant des frontières virtuelles, vous vous rendez compte que les technologies définissent de plus en plus de financement du terrorisme et autres activités illicites. Ici, dans le rapport, des acteurs exploitent des infrastructures numériques pour déplacer des fonds rapidement, en toute anonymité et à travers des frontières, utilisant des plateformes en ligne, des actifs virtuels et des outils de financement de masse de crowdfunding. Les plateformes de jeux en ligne peuvent être exploitées, même si les plateformes sont situées en Afrique, il est possible de les exploiter très loin dans le monde, par exemple aux Caraïbes. Et les infrastructures en ligne peuvent être fortement vulnérables à exploitation de cette nature. Nous assistons à une tendance de passage des paysages et des options physiques de financement du terrorisme vers l'exploitation des ressources en ligne. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc voilà, très bien. Ayant parlé de la géographie en tant qu'élément qui contribue au financement du terrorisme, nous avons à nouveau perdu le son, malheureusement. À l'avenir, là où les terroristes exploitent des failles dans la gouvernance, les méthodes physiques sont principalement liées à l'argent liquide et à l'économie informelle. Ceci continuera d'évoluer dans certaines régions, alors que les méthodes influées par les technologies vont prédominer dans d'autres régions et vont se répartir partout dans le monde au fur et à mesure que les pays deviennent de plus en plus liés les uns aux autres. Dans de nombreux cas, ces deux approches, soit traditionnelles axées sur l'argent liquide d'un côté et des nouvelles technologies de l'autre, convergent maintenant pour créer de nouvelles réalités mondiales dans beaucoup de parties du monde, mais notamment en Afrique, comme les co-présentateurs ont signalé. Par exemple, l'Afrique subsaharienne actuellement étant un épicentre pour ce genre de tendance. Ce rapport ajoute de la valeur pour permettre aux juridictions de s'informer sur les risques pour alimenter leur stratégie. Les typologies et les informations dans ce rapport peuvent aider les juridictions à savoir comment faire face à ces risques. Malheureusement, le son s'est coupé à nouveau. Je suis à votre disposition, tout comme mes co-présentateurs, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Kennedy. Voilà, il s'agit d'adapter ces stratégies. Ce rapport peut informer les interventions opérationnelles comme politiques et peut aider les juridictions à fonder des partenariats et à renforcer leur collaboration. Par exemple, des mécanismes de partage de renseignements sur le plan multilatéral comme bilatéral. Vous avez mentionné le contexte géographique comme influence sur les risques de financement du terrorisme, des risques technologiques liés à la faiblesse de la gouvernance. Et un message très important à retenir, c'est que les risques de financement du terrorisme ne sont pas uniformes sur le plan mondial, mais subissent une influence très forte des conditions sociales et économiques dans les régions. Comme je l'ai mentionné au début de ce webinaire, le rôle du secteur privé est à la clé dans la lutte contre la criminalité financière, mais notamment dans le financement du terrorisme. Ce rapport
à profiter d'excellentes contributions du secteur privé, du monde universitaire et des groupes de réflexion spécialisés. L'OI, votre organisation, CRM Lab, a contribué à ce rapport par le biais de la consultation ciblée en parlant de la façon dont des groupes et des organisations terroristes combinent les méthodes disponibles pour financer leurs activités. Est-ce que vous pourriez nous parler des tendances clés que vous identifiez par rapport à l'utilisation des actifs virtuels dans le financement du terrorisme? Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Martin, et bonjour à tous. Je suis Loa Laïfa. Je travaille pour TRM Lab, euh, une entreprise de renseignement et de blockchain où nous traçons et analysons l'utilisation des actifs virtuels, y compris à des fins de financement du terrorisme. C'est un honneur pour moi de participer au webinaire d'aujourd'hui pour vous parler des tendances que nous observons, à savoir une utilisation grandissante des actifs virtuels par EIL, des échanges de crypto-monnaies qui utilisent ou qui contribuent de plus en plus, des hawaladars et aussi d'autres acteurs dans l'espace du financement du terrorisme. Avant de commencer, je voudrais vous donner le contexte, des éléments contextuels très importants et réitérer ce que Svetlana a dit tout à l'heure. Hawala, l'argent liquide et l'argent liquide et des méthodes traditionnelles continueront d'influer fortement sur le financement du terrorisme. Ceci dit, l'utilisation des actifs virtuels est en augmentation, pas simplement pour contribuer aux campagnes de crowdfunding, mais aussi pour financer des activités terroristes, par exemple l'ISIL-K ou l'État islamique d'Irak et du Levant Khorasan, Daesh, s'en sert de plus en plus. Utilisant la fluctuation des prix aussi, l'analyse du blockchain est essentielle pour identifier l'utilisation des actifs virtuels dans le terrorisme du financement et pour tracer les fonds concernés. Un moteur significatif de l'utilisation des actifs virtuels par EIL et les campagnes de financement à l'intention des réfugiés, des prisonniers dans les camps de réfugiés, en, notamment à partir de 2019, pour faciliter aussi l'évasion des prisonniers concernés. La donation de ces campagnes sont pour des montants normalement en dessous de 1000 euros et proviennent de partout dans le monde. Ces campagnes typiquement évitent toute référence expresse à le IIL, mais souvent il y a des indicateurs de leur idéologie. Normalement, ils font des campagnes focalisées sur l'aide humanitaire, mais sont au bénéfice de l'EIL, de Daesh comme organisation. L'identification des donateurs peut aider à identifier les sympathisants et des membres de ces groupes terroristes. C'est vital parce qu'on a déjà pu voir comment ces campagnes sont à mettre en lien avec des attentats. Par exemple, en mars 2024 à Moscou. Et en fait, la crypto-adresse utilisée par ceux qui ont pris part à cet attentat a été publiée. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les foil plots. Vous avez là un résident américain qui avait fait un don important à l'une de ces campagnes. On a vu aussi euh, plusieurs personnes qui ont été arrêtées, qui ont effectivement effectué des dons à ces campagnes et appuient ces organisations. De plus en plus, on propose des pratiques exemplaires aux personnes qui souhaitent faire un don et qui peuvent transmettre ces dons en toute sécurité. Donc, ça ne fait qu'accroître l'accès aux fonds donc, à Daesh. Deuxième piste pour accroître le recours donc aux actifs virtuels, c'est notamment ce qui se passe au Daesh depuis quelques années maintenant. Ce groupe a été mis en lien à toutes sortes donc d'attentats, d'attentats ratés, etc. Donc on voit en fait une augmentation accrue au recours à ce genre de dispositifs pour se financer. Et notamment, l'AHK a utilisé les crypto-actifs à voir pour pouvoir financer l'attaque l'année dernière à Moscou. Et on a pu notamment mettre en lien un des porte-monnaies
dans le cadre de l'utilisation des crypto-monnaies au groupe donc, qui est basé en Afghanistan. Donc, il y a eu des perturbations importantes et qui ont pu perturber effectivement donc le recours à ces fonds. Il y a de ça quelques mois, il y a des personnes en lien avec tout ce dispositif qui ont été arrêtées. Alors, au niveau blockchain, on a pu voir une augmentation au début, mais suite à ces deux personnes qui ont été arrêtées, on a pu constater que ça a fléchi un petit peu pour l'instant. Ensuite, il y a les échangeurs à titre individuel. Qui disent à titre individuel, ils sont en fait des courtiers Hawala, surtout en Syrie et des pays limitrophes. Ils permettent le recours aux actifs virtuels en proposant des axes. Ça veut dire faire en sorte qu'on peut proposer la conversion donc du numéraire en cryptoactif et c'est financé à des adresses pro-campagne d'AS. Une fois que le transfert a été, le virement a été effectué, à ce moment-là, on revient en prouvant effectivement ce qui a été fait, c'est-à-dire que c'est horodaté et qui permet effectivement à ce virement d'être effectué. On prend une photo. En gros, le recours aux actifs, aux crypto-actifs, actifs virtuels, c'est pas très sophistiqué en vrai. Mais étant donné le nombre accru de personnes arrêtées à l'échelle planétaire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des améliorations au niveau de leur sécurité opérationnelle. De plus en plus utilisés des échangeurs décentralisés, ensuite des coordonnées fausses, des identifiants faux, etc. Et on constate qu'il y a de recours à Monero, par exemple, et même si on sait que pour l'instant, on utilise beaucoup la monnaie stable pour bouger les fonds. Alors, ce qui est important, c'est vital pour le secteur privé et public, c'est de comprendre ces déplacements, de la façon dont les terroristes utilisent ou les organisations terroristes utilisent effectivement ces fonds virtuels en général. Euh, les CRF, les instances de répression, doivent avoir certains éléments en main, bien comprendre un petit peu comment ça se passe pour bien dépister ce genre de recours. Les méthodologies sont de plus en plus reliées entre elles. Les entités réglementées peuvent voir comment on peut faire en sorte qu'on raccorde, qu'on rapproche les différentes sources d'informations pour mieux comprendre aussi quels sont les produits et services qui sont le plus utilisés dans le domaine des organisations terroristes. Eh bien, merci à vous aussi, là. Le rôle du secteur privé, c'est effectivement très important pour lutter contre le financement du terrorisme. Donc, un grand merci de votre exposé. Alors, ce ne sont pas les questions qui manquent. Le public, effectivement, a des questions à poser. On veut dire, voilà, nous en sommes maintenant au deuxième volet de ce webinaire. Ça veut dire qu'on va passer à la période de questions-réponses. Bien. Une question qui est adressée au dernier intervenant. Dernier intervenant, mais première question pour vous. Alors, maintenant que le rapport a été diffusé, comment est-ce que le secteur privé peut effectivement tirer parti de ce rapport? Réponse. Le rapport fournit une vue d'ensemble complète du contexte qui concerne le financement du terrorisme. Et on fait valoir effectivement qu'il y a de plus en plus de liens étroits entre le monde des finances et terrorisme. Donc, il est important, d'autant plus important que le secteur privé adopte une démarche globale à ce sujet. S'agissant des crypto-monnaies, vous avez effectivement une liste d'indicateurs très utiles, c'est-à-dire ce qui est important pour les entités réglementées de rechercher, garder l'œil ouvert par rapport à certains marqueurs ou indicateurs. Et vous avez là effectivement le recours aux technologies les plus récentes, et ce dans plusieurs secteurs. Et vous conjuguez ça aux nouvelles formes de partenariat en temps réel public-privé, constitue effectivement un recours et un outil des plus efficaces. D'accord, merci. Je vois une autre question. Question cette fois-ci qui s'adresse à Kennedy. Les exposés font allusion au recours persistant, effectivement, donc des méthodes plus classiques pour collecter, stocker, gérer les fonds. Quid donc des risques en lien avec les méthodes plus classiques par rapport aux nouvelles méthodes, d'autant plus que, bon, il y a des nouvelles méthodes, certes, mais on se fie beaucoup aussi aux des méthodes plus classiques. Je vais vous répondre à ça. Alors, les méthodes plus classiques, ben, en fait, sont pas si différentes que ça par rapport aux nouvelles méthodes.
En fait, ça se distingue comment? Par rapport à la manière dont l'informalité ou caractère informel, donc le financement, les méthodes de financement et le recours à certains mécanismes pour aller lever, collecter ces fonds. C'est là où, en fait, les choses sont différentes. Parce que dans le cadre, donc, des transferts de fonds, Hawala, ce genre de choses, les méthodes plus classiques auxquelles on recourt les organismes terroristes, eh bien là, en général, ces dispositifs-là ne sont pas accessibles au pouvoir public. C'est difficile pour le système financier à déceler parce qu'il fonctionne en dehors du système plus classique usuel. Par conséquent, il est très difficile de pouvoir lutter contre ce genre de méthode. Par rapport au cas de figure, vous allez trouver une empreinte numérique, par exemple. Alors, continue à se manifester, surtout dans des zones plus isolées ou encore à conflit, où là, l'infrastructure financière est peut-être plus limitée, fait pas l'objet de réglementation. Et là, vous allez trouver une préférence marquée pour les recours aux méthodes plus classiques dans ce genre de cas de figure, c'est-à-dire conflit et isolé. Bien, d'accord, merci. Une autre question, une question qui s'adresse ce coup-ci à Paul. Comment est-ce que le secteur public-privé, que peuvent-ils faire pour impulser en fait un dépistage précoce des risques de financement du terrorisme? Comment est-ce qu'on pourrait être proactif pour identifier d'une part et démanteler ces risques d'autre part? Paul, à vous. Merci à vous, Martin. Merci pour cette question les plus importantes. Alors, lorsqu'on se penche sur la question de dépister les risques TF ou risques émergents, il faut regarder les choses en plusieurs phases. Et chaque secteur public-privé a son rôle. Première étape, c'est-à-dire comprendre le degré de vulnérabilité du secteur économique ou encore tout ce qui concerne le secteur financier et des services prestataires. Ça veut dire qu'il faut être un expert pour comprendre où sont les points plus susceptibles, les points faibles, quelles peuvent être les stratégies qui prêtent le flanc à ce genre de dispositif. Et ça, c'est un premier temps. En deuxième temps, il faut aussi travailler sur l'élaboration de la réglementation qui nous permettra donc d'atténuer justement euh, le côté vulnérable de certains secteurs. Donc ça veut dire qu'il nous faut effectivement faire appel au secteur privé, leur expertise pour effectivement faire en sorte qu'on puisse colmater ou renforcer ce qui est protégé en fait par rapport à ces vulnérabilités. Et troisième étape, c'est les transactions financières, c'est-à-dire dissuader les terroristes donc d'exploiter ce genre de vulnérabilité, ce qui suppose, encore une fois, un partenariat public-privé. Et notamment, c'est des acteurs de privé qui sont en contact direct avec les clients. C'est le secteur privé qui dispose des éléments d'information sur les transactions précises. Donc, c'est le secteur privé qui est mieux placé pour identifier des choses. Mais en plus, pour déceler ces transactions douteuses, eh bien, le secteur public, lui, doit aussi fournir des connaissances, des orientations quant aux risques et les dispositifs ou les recours utilisés par les organismes terroristes. Donc, il y a différentes pistes, différentes possibilités, mais ceci repose effectivement sur un partenariat public-privé. Et là aussi circulaire, c'est faire un état des lieux de ce qu'on a pu constater au niveau des typologies qui concernent ces transactions douteuses. Et cela nous permettra de jauger, de juger de ce qu'il faut mettre comme mesure de prévention. À chaque étape, il est très important que le secteur privé soit là parce qu'ils ont les connaissances, l'expertise et particulièrement bien positionnés pour anticiper au juste quelles seront les conséquences de certaines réglementations qui seront mises en œuvre, qu'est-ce qui serait plus ou moins efficace. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et j'insiste sur autre chose, c'est pertinent aussi pour tout ce qui concerne le LBTFT, c'est-à-dire les entités privées peuvent bien identifier quels sont les organismes le plus
vulnérables par rapport à ces activités de financement du terrorisme. Ça, c'est une piste. Et ceci en lien avec les réseaux sociaux. Il y a aussi donc les plateformes commerce électronique, les réseaux sociaux. Donc, il est important d'avoir un dialogue pour sensibiliser, avoir des indicateurs risques. On a en annexe effectivement le rapport, ce genre de choses. Ça aussi, je pense que c'est un outil très utile pour les secteurs privés pour comprendre leur degré d'exposition. Et cette collaboration, j'insiste là-dessus entre le public et le privé, et ce, à chaque étape de ce processus. J'insiste bien là-dessus, c'est vital. Eh bien, merci à vous, Paul. Alors, effectivement, ce sera utile, c'est-à-dire la sensibilisation auprès des juridictions pour améliorer leur coopération publique-privée et les partenariats public-privé. Alors, le public est vraiment là parce que on a des questions, foisonnement des questions. Là, j'ai une question qui s'adresse à Svetlana. Alors, comment est-ce que les choses, les acteurs par rapport à la mesure de menace, comment est-ce que ces acteurs-là ont pu agir par rapport donc à cette nouvelle donne? Merci. Alors, vous avez déjà entendu dans le cadre de la présentation et retenu dans le rapport, il y a trois choses de base ici. Les terroristes s'appuient sur ce qui est disponible dans le contexte qui est le leur. Deuxièmement, qu'est-ce qui rejoint le plus leur objectif? Et c'est ce qui constitue le moins de risque possible pour ce qui est de répression. Et c'est cet aspect-là qui est vital par rapport à la question posée. Si les contrôles sont efficaces et les activités de financement du terrorisme est empêchées, déceler, empêcher et supprimer, eh bien, enfin, on en fait le nécessaire pour que ça ne se passe pas, eh bien, on va passer à autre chose. Là où, effectivement, des secteurs qui ne sont pas équipés par rapport à ces menaces, qui ne sont pas réglementés, surveillés, ce sera qui sera utilisé le plus. Alors, si on se penche, par exemple, au recours au devoir de vigilance, notamment pour les virements, bien surtout pour les régions à risque élevé ou limitrophes aux zones de conflit, eh bien là, les groupes de terroristes utilisent effectivement le recours des banques aux cartes bancaires. À ce moment-là, les virements se font à des petites sommes plutôt que de procéder à des virements électroniques trop élevés qui déclenchent le seuil de dépistage en quelque sorte. Pour brouiller les pistes, ils utilisent des cartes en s'appuyant sur des documents qui sont des faux ou encore des identités qui ne sont pas les leurs, usurpées. Et donc, font le nécessaire pour relier ça à des porte-monnaie électroniques. Les transporteurs, les mules, utilisent ça autrement et en général, encore une fois, vont transporter des petites sommes en dessous du radar. Il est important aussi de se pencher sur la surveillance des CFT. Les facilitateurs, en général, procèdent à coût de petites sommes transportées et utilisent en fait déplacement physique et recours aux services bancaires. L'introduction en fait de nouvelles mesures LBC-FT qui soient efficaces pour protéger le secteur bancaire notamment, eh bien, ce qu'on constate, c'est que désormais, il passe à des approches plus complexes et plus difficiles à déceler. Par exemple, recours aux médias sociaux, applications mobiles, les services de messagerie instantanée, ainsi que l'argent mobile, surtout dans les juridictions où, en fait, on ne contrôle pas les cartes SIM et les opérateurs de mobile ne sont pas assujettis à certaines choses ou connaissent tout simplement, en fait, ne mesurent pas le risque de financement du terrorisme. Et cet aspect, c'est-à-dire offrir un plus grand anonymat, vient rendre les choses plus complexes. Et en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que les opérations du secteur privé, les services de répression au niveau public aident quand même à cerner ces choses-là. Et il est très important de bien rester au fait par rapport aux grandes tendances de financement du terrorisme, bien suivre et être à la hauteur des choses par rapport donc au euh, financement du terrorisme et de bien mesurer et prendre la bonne mesure donc de ces menaces. Encore une question pour Loïc. Quelles mesures pratiques peuvent les institutions financières, les fintech et les prestataires de services et d'avoirs virtuels peuvent prendre pour réduire ou éviter le risque de financement de terrorisme? Oui, alors j'insisterai sur l'importance d'avoir accès aux outils et aux renseignements nécessaires. Les entreprises de renseignement sur blockchain, l'expertise, le suivi
volontariste très actif est essentiel pour identifier les campagnes de financement du terrorisme, notamment que ces campagnes souvent évitent de mentionner les groupes terroristes. Les renseignements financiers sont importants pour identifier les échanges de petite taille non réglementés des actifs crypto, ce qui permet d'établir des cartographies de réseaux de soutien partout dans le monde. Et aussi, il faut des contrôles de connaissances de clientèle qui sont robustes. Alors, j'ai mentionné que c'est important. Cela présente des défis aussi parce qu'il y a beaucoup de contournements de tels contrôles. Oui, merci beaucoup. Ceci est très utile. Alors, dernière question avant de conclure ce webinaire. C'est une question pour Svetlana. Quelles sont les principales priorités en matière de financement du terrorisme pour les 5 années à venir? Alors, merci Martin. Je vais essayer de faire court. Chez le DECT, nous publions des évaluations annuelles qui mettent en exergue ces domaines prioritaires sous forme de lacunes, mais aussi sous forme d'opportunités de renforcement de capacité. La première chose que nous avons identifiée, ce sont des défaillances dans la compréhension des risques euh, multiples et complexe de financement du terrorisme. J'espère que nous aidons à améliorer cela. Ensuite, il y a des événements sur la lutte du financement du terrorisme. Nous voyons des progrès dans la criminalisation de ces faits, mais les poursuites restent difficiles au niveau du renforcement de capacité et de coopération interagences, entre autres choses. Or, il y a des progrès assez lents concernant l'évaluation des risques de financement du terrorisme associés aux nouvelles technologies, malgré des appels urgents à l'action par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par le GAFI lui-même. Nous constatons que beaucoup de pays sous-utilisent un mécanisme de gel d'avoir et de fonds et n'ont pas gelé des fonds de façon conséquente ces dernières années. Et enfin, il est très important d'insister là-dessus aujourd'hui. Les États font face à des défis majeurs encore concernant l'institutionnalisation des partenariats publics-privés, l'internalisation des considérations portant sur le droit humain et autres. Aussi, par rapport à la mise en place de mesures pour évaluer et atténuer l'impact des mesures de lutte contre le financement du terrorisme sur les activités légitimes dans le sphère humanitaire et dans le domaine de l'inclusion. Il y a eu beaucoup de travail dans le cadre de notre travail sur les conséquences imprévues et nous sommes très heureux de pouvoir le soutenir. Eh bien, merci beaucoup, Svetlana. Très utile de mentionner l'étroite collaboration entre l'ONU DECT et le GAFI, très important pour contrer le financement du terrorisme. Un résultat de cette collaboration entre la direction exécutive du Comité contre le terrorisme de l'ONU et le GAFI et ce rapport. Alors, nous n'avons presque plus de temps. Je voudrais vous remercier les participants pour votre écoute, votre attention, votre participation, vos questions. Et je vais conclure en résumant les résultats principaux de ce webinaire. Alors, selon les circonstances, les organisations terroristes et les particuliers présentent des besoins financiers variés et adaptent leur stratégie de gestion financière en fonction de cela. Les facteurs matériels et les types d'organisations terroristes peuvent influer sur la nature des risques de financement du terrorisme qui affectent les différentes juridictions. Nous avons entendu qu'il y a une interconnexion grandissante entre les méthodes et les canaux pour lever des fonds, pour les transférer, pour les stocker, pour dépenser des fonds et des actifs. Les mécanismes informels comme la transportation d'argent liquide, le hawala et autres prestataires de services similaires sont utilisés très fréquemment, notamment dans les zones de conflit et les zones isolées avec peu d'infrastructures parce que cela présente de l'anonymité et le fait de fonctionner en dehors des systèmes réglementés. Cette méthode continue d'évoluer avec de grands réseaux terroristes qui adoptent et adaptent les mécanismes traditionnels comme le hawala et les autres prestations de services similaires, les transferts anonymes, le crypto-monnaie, les plateformes virtuelles. L'abus d'entités juridiques reste une préoccupation persistante.
pour générer des recettes. Les organisations terroristes ont déjà été observées d'exploiter le trafic et des échanges de ressources naturelles, l'énergie, les produits agricoles, la faune sauvage, les métaux précieux, les pierres précieuses également. Et ces organisations aussi peuvent dépendre des produits de toute une série d'activités délictuelles et criminelles. L'évolution du financement du terrorisme au cours des dernières décennies, eh bien, les méthodes traditionnelles sont toujours utilisées, mais il y a une augmentation conséquente dans le lien entre les méthodes traditionnelles et l'intégration des technologies numériques. Les techniques nouvelles des technologies numériques ajoutent de la complexité aux activités traditionnelles. Les activités deviennent de plus en plus décentralisées avec des fonds régionaux, des hubs régionaux et des cellules terroristes qui jouent un rôle grandissant, qui s'adaptent aux contextes régionaux et adaptent toute une série de sources de financement criminel aux besoins d'activités terroristes. En même temps, la menace posée par les particuliers, des individus seuls, notamment des jeunes, est en augmentation. De tels acteurs dépendent des stratégies de microfinancement de sources licites comme illicites et aussi des méthodes facilitées par les technologies, par exemple les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Le rapport note que sur le plan géographique, l'Afrique subsaharienne, notamment le Sahel, a émergé comme l'épicentre mondial du terrorisme. Ce qui est significatif, cela a une influence sur les tendances et la géographie des fonds ou des flux de financement du terrorisme. Le développement en Syrie et l'impact potentiel sur les flux d'argent à des fins terroristes nécessitent un suivi de près et continu. Le IIL croissant continue de poser une menace significative en Afghanistan, mais aussi en Europe et en Asie centrale, où l'organisation cherche activement à recruter et dépend de techniques avancées de propagande pour encourager le soutien. Pour l'avenir, le rapport présente plusieurs défis anticipés, la multiplication des conflits armés, qui informe également l'activité terroriste et l'exploitation continue de causes humanitaires à des fins de propagande terroriste. Le risque de détournement d'aide humanitaire est à suivre de près tout en garantissant le plein respect du droit humanitaire international. En outre, la pénurie de ressources, notamment par rapport à la sécurité alimentaire et l'impact du changement climatique, peut aussi cacher une vulnérabilité régionale et ouvrir des possibilités d'exploitation par les acteurs terroristes, par l'extorsion et l'exploitation. Alors, la convergence continue entre la criminalité organisée et le financement du terrorisme est susceptible de renforcer l'utilisation de l'argent liquide, de cash, comme canal préféré. Et on dit tout cela. Nous espérons que ce webinaire a constitué une bonne façon de comprendre le rapport sur le risque du financement du terrorisme mis à jour. Merci pour vos questions, vos commentaires, vos observations. Je voudrais remercier nos panélistes de leur contribution précieuse. Un grand merci à la France et à l'ONU-DECT d'avoir coordonné ce projet si impressionnant. Je voudrais remercier l'équipe du projet du réseau mondial. Ce rapport est le résultat d'une collaboration de plus de 35 membres du réseau mondial qui ont travaillé ensemble pour générer ce rapport de qualité. Je voudrais remercier les plus de 80 délégations qui ont fait des contributions à ce rapport si complet et des plus de 800 entités du secteur privé, des groupes de réflexion et les universitaires qui ont contribué à ce rapport. Un grand merci également aux interprètes aujourd'hui qui ont traduit nos propos en français. Les interprètes remercient le président. Et enfin, un grand merci à tous les membres de l'équipe qui a organisé cette réunion, le personnel du RTMG, du GAFI. Sur ce, je voudrais encourager à participer au webinaire à venir sur des régimes d'évasion de sanctions et sur le financement du prolifération qui aura lieu la semaine prochaine, le 29 juillet.
veuillez consulter notre site web du GAFI et notre canal YouTube où vous allez trouver plus sur ce rapport complet. Merci de votre participation aujourd'hui.